quoi je vais dédier la majorité de mon temps. Parce qu'on ne se rend pas compte. Le temps qu'on consacre au travail, le temps qu'on consacre à essayer de gagner sa vie, l'usage de WhatsApp et de tous les outils de communication asynchrone ne sont que le reflet aujourd'hui des failles de l'interopérabilité dans le monde de la santé. On va être capable d'économiser en moyenne 3 heures de temps par jour par infirmière. Les auditeurs lors de la certification HS apprécient énormément parce qu'on est dans un niveau d'information très poussé. Bienvenue dans le temps de la relève. Je suis Marie-Noëlle Tissier, professionnelle de santé et engagée à donner la parole à celles et ceux qui agissent pour transformer notre système de santé. Soignants, managers, chefs d'établissement, entrepreneurs, ils viennent tous nous partager leurs projets, leurs initiatives et nous expliquent pourquoi cela fonctionne. La relève est en marche, alors on ouvre le micro. Avant de commencer, un mot sur notre sponsor du jour, Health Consultant. Experts du secteur sanitaire et médico-social depuis 30 ans, ils aident vos équipes à avancer, s'organiser et innover. Management, RH, stratégie, qualité, ils sont là. Si vous cherchez des pros en formation, conseil, coaching ou évaluation, vous êtes au bon endroit. Et pour les auditeurs du temps de la relève, un premier diagnostic est offert. Mentionnez le podcast en les contactant sur leur site internet healthconsultant.fr. Health, E-L-S-E. Dans les services hospitaliers, les journées sont souvent rythmées par des appels, des rappels, des confirmations, convoquer les patients, confirmer leur venue, faire le suivi post-op, rappeler pour un rendez-vous d'IRM, autant de tâches indispensables mais qui prennent un temps fou, souvent au détriment du soin. Et ce sont souvent les secrétaires médicales ou les infirmiers qui s'en chargent au prix de plusieurs heures de téléphone chaque jour. Et pourtant, ces tâches, aussi essentielles soient-elles, grignotent un temps précieux qui pourrait être consacré aux patients. C'est justement à cette réalité que répond CureCall, une solution de communication asynchrone pensée pour les soignants et intégrée dans les parcours de soins. Automatisation de convocation, suivi post-op, campagne de vaccination, tout est conçu pour s'adapter aux usages réels du terrain avec des résultats très concrets à la clé. Et derrière ce projet, il y a mon invité du jour, Mohamed El Bojadaini, un entrepreneur au parcours engagé, marqué par une expérience personnelle forte et surtout une volonté, faire du numérique un levier au service du soin et non l'inverse. Bonjour Mohamed. Bonjour Marie-Noëlle. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Ce que je te propose, c'est qu'on va pouvoir aborder ensemble déjà ton parcours, la naissance de ton projet et surtout que tu nous expliques un petit peu son impact sur le quotidien des soignants, son impact pour les patients et ce que tu imagines un petit peu pour la suite. Donc avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Alors, moi, je m'appelle Mohamed El Bojadaini, je suis le fondateur de CureCall. Donc CureCall, en quelques mots, est une société qui existe depuis 2020. On s'est créé juste avant le Covid, qui a été plutôt une coïncidence plus qu'autre chose, qu'une volonté en tant que telle, avec comme objectif effectivement d'adresser tous les enjeux de communication asynchrone qui aujourd'hui consomment déstructurent énormément le temps soignant dans les établissements de santé, en général dans les organisations médicales. Ça va faire à peu près une petite quinzaine d'années que je travaille dans le secteur. J'ai particulièrement travaillé sur les enjeux de suivi de la fertilité masculine dans les parcours de soins de FIV, dans lequel il y a des prises en charge très émotionnelles, très compliquées, particulièrement où la question de la prise en charge des hommes hypofertiles est très peu adressée. Et durant justement cette expérience, j'avais pu observer énormément de failles justement dans la question de la prise en charge, de la communication, de l'accompagnement. Et paradoxalement, ça a été pendant cette expérience où j'avais pu identifier que l'un des enjeux, ou plutôt une des pratiques qui était très peu mise en œuvre dans le monde du soin, c'est le coaching des patients. Et c'est un peu comme ça que CureCall est né. Et pour la petite anecdote, à l'époque, on avait dépensé des centaines de milliers d'euros, à faire une application, études cliniques et ainsi de suite. Et on avait la quasi-totalité des soignants, des infirmières, diététiciennes avec lesquels on travaillait, qui étaient à la fois sur WhatsApp et par SMS à échanger en parallèle avec les patients. Voilà. Et l'idée de CureCall était née de cette façon-là.
Alors c'est très marrant ce que tu dis parce que je pense que là, j'ai fait quand même pas mal d'épisodes sur la saison précédente et même sur ce début de rentrée avec voilà des solutions numériques et tout le monde en fait me parle de WhatsApp. C'est très marrant parce qu'en fait ça s'est vraiment ancré dans les pratiques. Je pense aussi suite au Covid à mon avis. Heu et WhatsApp, ça a été, un peu l'outil révolutionnaire, alors bien sûr absolument non protégé, parce que toutes les données, on sait pas trop ce qui s'y passe. Mais par contre, il y avait un tel manque, à la base que, les soignants, le corps médical, même les directions, hein, d'établissements ont énormément fonctionné par WhatsApp. Moi, je me rappelle l'hôpital où je bossais pendant la crise Covid, on avait des canals, en fait, WhatsApp par thématique. Donc on avait, le canal WhatsApp avec les infectiologues, on avait le canal WhatsApp, avec, tout le bloc pour savoir si, on arrêtait les blocs ou pas et en fait, on a fonctionné que comme ça sur WhatsApp à ce moment-là. Donc je pense qu'il y avait clairement un réel besoin, en communication, à ce moment-là. Bah, à vrai dire, c'est toujours le cas, hein, parce que même si la crise du Covid est plus ou moins terminée, je dirais ce canal de communication artisanale, parce qu'on peut le nommer comme tel, Mmh. c'est-à-dire c'est en tant que soignant, je n'ai pas le temps d'inventer des outils, je n'ai pas le temps de me connecter sur des plateformes compliquées. Ce qu'il me faut, c'est, j'allais dire, le canal le plus efficace. Et c'est vrai que l'un des canaux les plus efficaces, parce qu'avant WhatsApp, on avait quoi? On avait le téléphone. Mmh. Avant le téléphone, il y avait le fax et ainsi de suite. Donc, finalement, WhatsApp est plutôt un révélateur d'un besoin essentiel dans le soin, qui est le besoin de communiquer, de conversationnel. J'irai même plus loin, ça va au-delà. C'est du conversationnel. Et justement, WhatsApp a réussi, je dirais, ce défi d'avoir ancré durablement dans nos vies quotidiennes une solution d'échange, parfois, je dirais, de communication asynchrone, écrite et vocale. Et pour la petite anecdote, moi, je me souviens, dans les années 80, 90, bon, je suis né en 85, donc ça va, j'ai l'impression de parler comme un vieux. euh, Ça va, on est de la même année, Mohamed. voilà, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai connu à l'époque, pour la petite anecdote, rien à voir, mais moi, je suis d'origine marocaine, et je me souviens à l'époque, mes parents faisaient venir des cassettes enregistrées du Maghreb, de gens qui envoyaient des cassettes pour donner des nouvelles et ainsi de suite. Et en clair, pour moi, c'est une anecdote assez riche de ce besoin humain de pouvoir enregistrer un message, de le transmettre. Il y a quelque chose d'émotionnel de très fort. Donc, du coup, quand vous recevez un audio ou un message WhatsApp par une infirmière qui va vous demander d'envoyer une photo de cicatrice et ainsi de suite, il y a beaucoup plus d'engagement du patient que finalement de lui envoyer un mail dans lequel il faut lui dire, il faut se connecter sur une plateforme, aller déposer un fichier, prendre une photo, la télécharger. Donc, on voit toutes les frictions. Donc, WhatsApp a réussi d'avoir fluidifié ça et d'avoir mis en lumière le besoin de mettre en place un système qui permette de conversation avec les patients, d'échanger avec eux et de le faire soit de façon directe ou asynchrone. Et la magie aujourd'hui fait qu'avec l'émergence de l'IA, on est dans l'ère du conversationnel. Mmh. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ça nous paraît fou parce qu'on se dit, tu vois, en 2020, je pense que personne n'aurait pensé que, on en serait en fait là aujourd'hui, tu vois, avec de l'IA, des Envoyer des choses vocaux. on va Ouais. ça paraît assez dingue en fait, hein, et pourtant c'était il y a 5 ans, donc c'était il y a pas si longtemps. Hem, Pourquoi, toi dans ton parcours, c'était un souhait d'entreprendre dès le début? Dès que tu es rentré dans la vie pro, tu t'es dit, «J'ai envie de monter quelque chose»? Non, absolument pas. Moi, ça a été un peu le parcours du combattant et je dirais même l'ascension de l'Himalaya. Moi, pour la petite anecdote, alors c'est plus qu'une anecdote, c'est un peu aussi un peu mon parcours de vie. Donc parcours classique, école de commerce, puis diplôme mathématiques financières. J'ai commencé par travailler très rapidement. J'ai eu une courte carrière en banque, partiellement en salle de marché, en gestion des risques, crédit, marché et ainsi de suite. Et moi, j'ai eu la chance très vite d'avoir commencé ma carrière et en tout cas ma vie professionnelle au Japon, à la BNP. Et du coup, cette expérience a été un peu, je dirais, un début d'une crise existentielle qui avait commencé depuis pas mal de temps. Et je pense qu'on fait partie un peu de cette génération parce qu'on était en pleine crise des subprimes. Mmh. Moi, je fais partie un peu, sans doute comme toi, de cette génération. On nous a toujours parlé de crise, du monde qui changeait, même si on a connu les années 90 qui ont été des années d'innocence et je dirais plutôt porteurs d'espoir et ainsi de suite. Mais professionnellement, depuis les années 2000, on a connu que crise et incertitude. Et c'est vrai que arrivant un peu au Japon avec ce contexte, crise de subprime, puis crise de la dette européenne et ainsi de suite, donc ça pouvait que me pousser personnellement à m'interroger sur, je dirais, le sens de la vie, sur à quoi je vais dédier la majorité de mon temps. Parce qu'on se rend pas compte. Mmh.
le temps qu'on consacre au travail, le temps qu'on consacre à essayer de gagner sa vie, à se réaliser professionnellement, et voilà. Dans quel écosystème je vais pouvoir me réaliser. Et donc ça a été un peu le départ, ça a été un peu le point de départ. Très vite, donc moi je suis sorti un peu de, je dirais, de cet environnement qui me convenait pas du tout. J'avais quand même, je pense, au fond de moi, une appétence très très poussée pour l'humain, pour les interactions, pour trouver du sens, essayer de signifier chaque événement de la vie. Et petit à petit, de projet en projet, alors moi, il y a surtout une expérience qui m'a beaucoup marqué en lien avec la santé, c'est qu'à un moment, bon, j'étais cofondateur d'une société qui fait l'édition de jeux rugby, qui s'appelait 15 Academy, et j'ai perdu l'un de mes associés, Alexandre, mort d'un cancer, 42 ans, 3 mois, et j'ai été très marqué par toutes les failles de la prise en charge. Et c'était à peu près un peu plus de 12 ans. Donc, c'est-à-dire que autant aujourd'hui, parler d'expérience patient, d'empathie, ainsi de sont des notions, pardon, qui aujourd'hui sont assez inscrites, assez acceptées, voire commencent à être actionnables dans les établissements de santé. Mais à l'époque, c'était un sujet théorique d'étude, voire de spéculation. Et j'avais vu, comment dire, toutes ces failles-là. Et ça avait déclenché une sorte de sentiment de colère en moi. Et du coup, associer crise existentielle, colère et ainsi de suite, ça a été un moteur fabuleux Ouais. pour se dire, voilà, je prends une trajectoire et je vais là-dedans. C'est une sacrée prise de risque quand même, hein, parce que toi, tu quittes quand même ce monde, tu vois, enfin, tu as fait ton école de commerce, tu as fait la finance et tout. Aller dans la santé comme ça, c'est je sais pas si ton entourage, ils ont bien compris quand tu leur as dit: «Bon, allez, je lance une boîte et en plus, je vous lance une boîte dans la santé». Non, absolument pas. Mmh. Après, j'ai pas commencé dans la santé. J'ai commencé au début dans la nutrition, donc qui était quand même très, Mmh. très en lien. C'est-à-dire, il y a toujours eu quand même en filigrane quelque chose en lien avec la santé. Bon, je le partage parce que j'en parle de plus en plus. C'est pas forcément quelque chose qui est évident à partager. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est énormément lié. Je dirais, j'ai mis du temps à le découvrir parce que j'ai découvert que récemment. Mais moi, quand je suis venu au monde, donc je suis né dans le nord du Maroc en 1985. Il y a eu une crise de choléra. Donc ma mère avait le choléra, elle a perdu l'ensemble de ses amis, ça a été la seule survivante. Et pendant qu'elle était enceinte de moi, ils ont essayé de la faire avorter 2 fois. Et j'ai quand même survécu. Donc si tu veux, je pense qu'au fond de moi, il y avait déjà ça en filigrane, quelque chose. Je dirais déjà, Jiwan, ok, tu vas te dédier au Rwanda. Et en plus, né dans l'une des régions d'Afrique qui a le taux de cancer le plus élevé, parce que tous les territoires est mutagène suite un peu à la guerre d'indépendance du Rif, qui avait été gazé au gaz moutarde par l'armée espagnole, avec l'aide de l'armée allemande. Et du coup, ce territoire est très marqué par ces questions de santé, où vous voyez des enfants naître et qui ont des leucémies quelques mois plus tard. Donc voilà, si tu veux, il y avait quand même déjà un terrain. Et ça, je l'ai découvert que récemment. C'est ça qui a été fascinant. Si tu veux, c'était de se rapproprier mon passé, de comprendre en filigrane qu'est-ce qui m'a toujours poussé à aller vers ça, alors que je savais, je ne l'avais, en tout cas, j'avais pas encore ces raisons-là que j'ai découvertes que récemment, hein, lors de mes 40 ans. Ouais, bah, je suis, je pense en tout cas, je sais pas si c'est fondé, tu vois, scientifiquement, mais je pense qu'on est très marqué quand même au fond de nous par, tu vois, nos expériences de famille. On a quand même, on porte ça quand même en nous, et je pense que c'est ce Absolument. qui nous donne aussi, tu vois, après des perspectives pro et perso, hein, aussi, peut-être un peu différentes. Moi, je sais que ma maman, tu vois, à l'époque. Elle était architecte et elle a changé complètement de job, sur un coup de tête, elle est devenue prof. À l'époque, ça ne se faisait absolument pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté, et alors en plus en tant que femme encore moins, et c'est vrai que moi je pense que j'étais très marquée par ça, et bon, bah, aujourd'hui, je vois que, tu vois, je me lance aussi dans des projets qui font que, bah, peut-être que c'est le fait de l'avoir vu inconsciemment qui me permet, tu vois, de cranter. On ferme la parenthèse sur tout ça, Voilà. mais c'était hyper intéressant. Donc 2020, on est juste avant Covid? Oui, juste avant. Juste Le avant. projet se lance en février, mars, premier confinement. Très rigolo parce que je pense que tu es le 4e ou 5e entrepreneur qui a lancé en fait sa solution juste avant Covid. C'est assez Ouais, étonnant. Je sais pas ce qui s'est passé cette année-là. c'était vraiment fascinant. Et donc tu pars de ce constat, directement, enfin de suite tu identifies en fait le problème, de lien entre, hôpital-patient, on va dire, et du manque en fait d'outils. Non, pas initialement. Initialement, la vraie problématique à laquelle on s'attaquait, c'était l'observance thérapeutique.
Ok. Sujet que, voilà, je pense que sans doute tes auditeurs, mais que tu connais également. Donc, comment faire en sorte que des patients prennent correctement leur traitement, puissent suivre globalement, j'allais dire, leur thérapie dans son ensemble, parce que parfois c'est pas que le traitement, ça peut être un programme de régime alimentaire, peu importe, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, à vrai dire, je me rends compte là en échangeant avec toi que j'étais beaucoup plus engagé dans la santé que je pensais, parce que je gérais pas mal de communautés patients Facebook. Sur Ok. lequel justement il y avait des patients sur plein de pathologies, de sujets, etc. Sujets qui m'intéressaient, de comment mettre de l'empathie dans ce monde. Et j'ai été fasciné de voir la quantité de données et d'échanges qui étaient capables de partager ces patients sur les plateformes comme Facebook. Tu vois, c'est très en lien avec WhatsApp. Et du coup, en creusant un peu le sujet, je me rendais compte que les gens avaient besoin d'écoute, d'empathie, de personnalisation. 3 sujets qu'ils trouvaient très peu dans notre système de santé aujourd'hui, qui lui-même n'est que la production, le reflet finalement de ce qu'on a construit après-guerre. La nécessité de mettre en place un système de santé massif, efficace, etc. Bon, tout le reste, ça relevait d'un autre ordre. Et du coup, l'enjeu, c'était, voilà, on met en place une solution qui permet de coacher des patients dans le parcours de soins pour les aider à gérer leur maladie chronique, à être observants et ainsi de suite, avec la question à la fois des données de santé qui pouvaient être instructives pour pouvoir mieux apprendre et découvrir des patterns, des tendances, qui elles-mêmes pouvaient mieux orienter peut-être le plan thérapeutique en tant que tel, donc les fameux données de vie réelle, et enfin pour les patients, répondre à ces enjeux-là. Et lors du confinement, on a créé un premier dispositif qui avait vocation à aider les patients ayant des maladies chroniques dont les soins étaient annulés par ceux qui n'étaient pas considérés comme vitaux, visite de contrôle et ainsi de suite, etc., ou d'urgence sanitaire, afin d'apprendre à mieux gérer leur pathologie chez eux, avec toutes les questions de la santé mentale, du décrochage thérapeutique et ainsi de suite. Et j'ai été surpris de voir que en moins de 2 semaines, on a eu à peu près plus de 6000 personnes qui se sont inscrites. Et sur les 6000 personnes qui sont inscrites, on avait un peu plus de 40% qui avaient des pathologies oculaires. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé réellement. Et en creusant pourquoi pathologie oculaire, parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, tu sais que tu avais le programme Étape, donc qui existe toujours d'ailleurs, programme qui permet, pour ceux qui ne le savent pas, donc de faire financer des solutions temporairement afin de pouvoir mettre en place une étude d'observation et par la suite essayer d'obtenir un remboursement définitif du dispositif qui aura démontré ses preuves. Et l'ophtalmologie ne faisait pas partie des cibles de pathologie. Donc, quelque part, un peu, je dirais, l'enfant pauvre Mhm. des solutions de télésuivi, d'amélioration de la prise en charge. Donc, d'où ce besoin, finalement, exprimé à travers ce nombre important, proportionnellement, de patients qui s'étaient inscrits à ce dispositif. Et en clair, en travaillant petit à petit avec l'ophtalmologie, on est tombé sur les enjeux de la suivi de la cataracte et donc de la chirurgie ambulatoire, qui nous a fait remonter dans les enjeux de suivi dans les établissements de santé. Voilà pour la petite histoire en accéléré. Parce qu'on va voir justement que la chirurgie ambulatoire, elle a quand même un sacré, on va dire, rôle. Enfin, ça a été quand même une des thématiques, je pense, que tu as rapidement abordé. Et c'est sûr que la cataracte, bon, ça se Ouais. fait en ambulatoire. Alors, justement, on entre dans le vif du sujet. Demain, je dois me faire opérer de la cataracte. Comment, entend alors soit, le soignant qui va s'occuper de moi, donc l'infirmier, le secrétaire médical, qui va me prendre en charge, comment ça va s'articuler avec Curcol? Alors, déjà, Curcol va être d'abord une solution qui va être, installée, mise en place par l'établissement de santé. Donc il y a tout un travail de mise en place, essentiellement un travail d'interopérabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu et d'ailleurs, tu sais très bien, l'usage de WhatsApp et de tous les outils de communication asynchrone ne sont que le reflet, aujourd'hui, des failles de l'interopérabilité dans le monde de la santé. Tous Donc les secteurs. juste dis-nous bien voilà, juste pour que les Interopérabilité, c'est auditeurs, pour le simplifier, enfin, comment dire, pour le faire de façon très simple, interopérabilité, c'est la capacité d'outils à communiquer entre eux. Ils sont donc en gros, interopérables le pour dossier sécuriser tout. patient, ce qu'on appelle, DPI, DPN Tout avec à fait. une autre solution. Avec une autre solution comme Voilà, Curcol, comme autre, et cetera. On va être OK. capable, par exemple, automatiquement d'aller récupérer une identité, un numéro de téléphone et de déclencher, par exemple, un protocole de suivi. OK. Donc l'hôpital va mettre en place et surtout on va faire en sorte de mettre en place cette fameuse interopérabilité parce qu'aujourd'hui l'une des failles de tous les outils de suivi, quand il n'y a pas d'interopérabilité, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans le même cas de figure qu'avec WhatsApp, ça demande finalement une action humaine Mmh. et les soignants n'ont pas le temps.
de faire de la saisie là, de ressaisir, ainsi de suite. Sinon, on passe notre temps à saisir essentiellement de la donnée. Donc, cette interopérabilité, donc nous, la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a construit notre propre système d'interopérabilité pour être complètement autonome des solutions tierces d'interopérabilité, parce qu'il existe des sociétés qui sont spécialisées sur ces sujets, et du coup, de redonner la main aux soignants. Donc, en clair, le logiciel est installé dans l'établissement de santé. On met en place un connecteur, donc cette fameuse prise qui va nous permettre de venir récupérer les bonnes données pour pouvoir opérer le bon suivi. Les soignants paramètrent leur protocole. Donc, pour eux, la cataracte, c'est quoi? C'est l'envoi de consignes préopératoires. C'est l'envoi de la convocation qui doit convoquer le patient, par exemple, une demi-heure avant l'intervention et ainsi de suite. Une fois qu'on a tous ces paramètres qui sont enregistrés de façon très simple dans l'interface, ça génère tout le protocole de suivi automatiquement. Donc, les soignants n'ont strictement plus rien à faire. Donc, tout se passe à travers l'intelligence des outils de l'établissement, c'est-à-dire quand, par exemple, le planning ambulatoire change, les convocations que Curcol va envoyer vont également changer. Ok, ça c'est hyper important parce que ça arrive assez fréquemment, nous allons dire. C'est la base, c'est le quotidien. Finalement, je sais pas, il a fait sa consulte ANES, l'ANES dit ah non, no go, on décale d'une semaine parce que il était sous anticoagulant. Bon, bref, le truc un peu classique. Finalement, c'est décalé d'une semaine. Là, ça veut dire que en gros, c'est pas la secrétaire du service ou l'infirmier qui va contacter le patient en disant allô, alors attendez, ok. Donc ça se fait en plus de manière le seul truc, par exemple, que la secrétaire médicale va devoir faire, c'est vérifier, par exemple, que ces patients du lendemain, que tous les numéros de téléphone sont présents, typiquement, il y a parfois certains patients qu'on ne peut pas joindre, parce que nous, on a poussé la question, justement, de l'interaction SMS très loin. On a ce qu'on appelle en clair tous les statuts de délivrabilité. Par exemple, tous les patients qui ont des numéros qui ont changé avec des opérateurs secondaires qu'on n'a pas pu joindre pour X ou Y raison, vont à un moment être affichés dans un tableau de bord qu'il va falloir consulter une fois par jour, très rapidement, pour voir quels sont tous les patients qui n'ont pas pu être convoqués de façon à pouvoir prendre la main dessus. Et enfin, en suivi et post-op, toujours la même chose. Donc, on connaît la date d'intervention. Donc, le lendemain, à une certaine heure décidée par les soignants, en tout cas par le service en tant que tel ou l'établissement, parce que parfois, c'est une démarche établissement, qualité, sécurité, ainsi de suite, de déclencher un système d'interaction de chatbot qui va venir interroger les patients. Sur la cataracte, c'est très simple. Est-ce que vous avez une douleur? L'intensité de la douleur, de 1 à 10. Est-ce que votre vision s'est améliorée? Oui, elle est pareille, elle est meilleure, elle s'est dégradée, ainsi de suite. Un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres vont être adaptés en fonction du type de chirurgie. Et en fonction des réponses du patient, on va avoir un tableau de bord qui va afficher tous les patients à rappeler. Et la force du système, je pense, qui rassure énormément les soignants, c'est qu'une fois que tout ce suivi est fait, une fois que à la marge, la secrétaire ou l'infirmière aura fait ses tâches nécessaires pour pouvoir compléter le système d'alerte, c'est-à-dire rappeler les patients, par exemple, qui ont déclaré avoir des problématiques, on s'occupe absolument de faire des rapports de traçabilité qui vont être déposés en retour dans le DPI. Il n'y a plus rien à faire. Et chaque jour, voilà, on vient opérer un nouveau suivi en fonction du flux de patients qui rentrent dans le système. Ce qui est assez intéressant, c'est que le fait aussi que tu aies ce fameux rapport qui s'implémente dans le dossier patient. Alors, je connais pas le cahier des charges par cœur de la certification HS, mais il me semble quand même qu'il y a certains critères, notamment au niveau du post-op. Ça t'assure quand même le fait d'avoir cette traçabilité, de dire mon patient a été contacté, sa douleur a été évaluée, ou son pansement, ou enfin, ce qu'en tout cas on a décidé d'évaluer en J+1, J+2, et surtout tu as cette traçabilité qui s'implémente de manière automatique, quoi. Tout à fait, et qui devient obligatoire. Et qui devient obligatoire. Ouais. Justement. Donc, souvent, effectivement, quand on le fait au téléphone, donc ça demande quand même beaucoup de temps parce qu'il faut aller dans le DPI, noter ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, et ainsi de suite. Nous, en fin d'année, en plus, là, on est en train de rajouter un système qui permettra de passer les appels directement de Curcol, de les scripter et de générer un rapport des échanges, de façon encore à libérer encore plus de temps aux infirmières et ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les protocoles de suivi, j'allais dire un peu l'élément qu'on a apporté par rapport à ce qui se fait un peu sur le marché, justement pour répondre à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment amener d'écoute, de l'empathie et ainsi de suite, c'est que tous nos protocoles, on a une hybride de protocoles clés en main qui ont été énormément inspirés et qui incluent toutes les recommandations médico-légales et ainsi de suite, des sociétés savantes avec des contenus clés en main. Par exemple, vous voulez préparer une endoscopie, vous allez avoir une petite vidéo qui permet d'avoir toute la liste du régime sans résidus et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, on va venir même presque humaniser quelque part l'information en tant que telle. Donc, soit l'établissement a déjà des contenus qui sont propres qu'on peut
inclure dans le système qui vont être envoyés via SMS, via des liens et un système intelligent, soit tout simplement réutiliser nos propres contenus de façon à enrichir l'information. Et ça, je sais, pour avoir eu quelques retours là récemment d'établissements qui sont fait certifier, les auditeurs lors de la certification HS apprécient énormément parce qu'on est dans un niveau d'information très poussé. Et étant donné que c'est quand même la notion de l'actionnabilité d'information devient de plus en plus essentielle. Ça suffit pas d'informer le patient. C'est quelle a été l'efficacité, la simplicité de l'information que je lui ai communiquée. Qu'est-ce que je fais, par exemple, des patients qui parlent très mal français? La question de l'accessibilité des populations fragiles et ainsi de suite. Est-ce que je peux interagir dans d'autres langues et ainsi de suite? Et c'est là où justement le système intervient et est capable de pousser le niveau d'information et de l'adapter en fonction du profil du patient de façon très poussée. Alors justement, un patient qui parle pas français ou pas bien français, on peut traduire tout dans la. Alors, vous avez une bibliothèque de plusieurs langues ou alors vous avez identifié certaines langues qui reviennent le plus souvent? Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'en fonction de l'établissement et de ses enjeux, ils vont nous communiquer certaines langues. Donc, on va leur faire traduire les contenus. Là, prochainement, on va aller un peu plus loin parce qu'on se rend compte que, il y a certaines langues qui sont très difficilement traduisables, comme les Mmh. dialectes. Mmh. Mais par contre, ce qui est fascinant, et je pense que c'est là où parfois nous on crée un enthousiasme dans pas mal de services, c'est que vous allez avoir des compétences en interne, des infirmières qui vont parler par exemple dialecte maghrébin, d'autres ou un certain dialecte turc et ainsi de suite, et du coup qui vont être capables par exemple de nous faire des audios qu'on va pouvoir intégrer dans les contenus. Parfait. Et Donc encore vraiment, alors, on vient vraiment cristalliser quelque part toutes les compétences existantes dans un établissement de santé. On va les mettre dans un tunnel. mmh Et ce tunnel, en fonction des données qu'on reçoit, etc., va être capable d'orienter la bonne information vers le bon patient au bon moment en créant toute l'expérience nécessaire et particulièrement cette notion d'empathie et d'écoute. Est-ce que le patient justement qui, par exemple, moi je pense à une personne très âgée ou les enfants, parce qu'on a aussi le sujet des patients mineurs qui vont peut-être pas avoir de numéro de téléphone, bien entendu. On peut recevoir par les parents ou par l'aidant, c'est lui qui va recevoir en fait les informations et qui va pouvoir en fait après les transmettre, aux Bien patients? sûr, bien sûr, bien sûr. On va même plus loin parce que comme en général on a une très bonne interopérabilité, souvent les établissements créent des protocoles spécifiques pour la pédiatrie. Mmh. Donc par exemple, on est capable de dire voilà, tel parcours ambulatoire, ok, si le patient est mineur, si même si le patient appartient à tel médecin, à tel et ainsi de suite, à tel service, on est capable de venir créer des dérivés de branches de communication pour adapter les discours, deux parfois même le suivi. Récemment, on a un établissement, c'était assez fascinant. Donc l'échelle de la douleur, il la mesure via des pictogrammes. Mmh. Donc du coup, on demande finalement de répondre par pictogramme. D'accord. Ça sert à ce que le parent montre à l'enfant, et cetera, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment presque, je dirais, on passe d'un suivi qui était vu pendant très longtemps comme étant une tâche ingrate, parfois même insupportable parce que chronophage et répétitive, à quelque chose qui peut devenir ludique parce qu'on crée de la profondeur d'interaction et on réhumanise quelque part ce sujet-là qui est essentiel, celui par Ouais. exemple d'évaluation de la douleur. Ouais, tu le personnalises quand même pas mal, moi je trouve. Énormément. C'est ça qui est quand même intéressant. Donc déjà, tu as le pré-op. Alors c'est vrai que le pré-op, normalement, il est assez commun suivant, le protocole. Normalement, il y a pas trop de changements, mais par contre en post-opératoire où c'est quand même là où se joue, on va dire pas mal de choses. Alors qu'est-ce qui se passe si, moi demain je me suis fait opérer, je sais pas, je me suis fait une arthroscopie du genou par exemple et j'ai mal? C'est-à-dire que je reçois, mon petit texto qui me dit, «À combien vous évaluez votre douleur?» et moi je me tords de douleur en fait, hein, j'évalue, je sais pas, à 8. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis Ah, ré on me laisse dans la nature ou comment ça va se passer? Comment les non, soignants vont être au courant? alors justement, c'est ce qui se passe, c'est que bon, vous répondez oui, j'ai mal, etc. Et vous posez peut-être un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez eu vos antidouleurs et ainsi de suite. Et du coup, dans le tableau de bord, vous aurez votre fiche, etc. Vous aurez votre système d'alerte, donc avec tous les points rouges, patient de douleur, douleur supérieure à X, n'a pas pris ses antidouleurs et ainsi de suite. L'infirmière va automatiquement vous appeler pour OK, prendre des nouvelles. Et même le système en tant que tel, en fonction du protocole, souvent, par exemple, si la douleur est trop insupportable, on vous indique un numéro à appeler immédiatement. d'accord. Donc le système va jouer à la fois rôle d'aiguillage, rôle d'alerte, d'assistante virtuelle de l'infirmière pour l'alerter dès que possible des patients à rappeler. Alors, ce qui se passe traditionnellement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, par exemple, en suivi post-op, traditionnellement, les infirmières arrivent, elles font les appels le matin. Mmh. Voilà. Donc, quand on met en place Curcol, il y a un changement d'organisation. Elles font les appels en fin de matinée ou alors début d'après-midi. Le temps de laisser au système d'interagir entre le matin et fin de matinée. Ouais. Donc, dans ce cas-là, nous, statistiquement, on sait 90% des patients, il n'y aura pas de problème. Mmh.
Donc eux, leur suivi post-op est opéré, ainsi de suite. Ils sont classifiés dans le dossier. On va avoir à peu près entre 5 et 10% en fonction des cas, de type d'opération, etc., de patients globalement à traiter. Ça peut être les raisons, effectivement, je remonte des douleurs, ça va pas, et ainsi de suite. Et ça, ils apparaissent en alerte prioritaire à traiter. Et l'infirmière est prévenue. On peut aller même plus loin dans certains établissements de santé, dans certaines opérations qui peuvent avoir, sur lesquelles il peut y avoir des symptômes d'une gravité assez importante. Les médecins ou les chirurgiens peuvent recevoir une notification par SMS sur leur téléphone, leur disant attention, ce patient a déclaré tel paramètre. Ouais, j'ai de la fièvre, j'ai un pansement qui coule, je Voilà. saigne, voilà des Ça, facteurs de ça nous gravité, est, quoi. ça nous est déjà arrivé. Alors, on a eu déjà un autre cas, et ça a été, je veux dire, assez fabuleux. Alors, je sais pas, c'est très maladroit peut-être de dire assez fabuleux, mais on a pu émettre une alerte assez spécifique sur un patient qui avait déclaré une prise de dosage de traitement antidouleur assez importante et qui était risque en overdose. Il avait mélangé les traitements. Donc c'est là où justement ça devient très instructif, c'est qu'on va être capable justement de réellement sécuriser le parcours en tant que tel. Et enfin, on va avoir tous les patients qui ne répondent pas pour X ou Y raison, ils sont pas joignables et ainsi de suite. Et ces patients-là peuvent être soit rappelés ou en tout cas dans tous les cas, on aura essayé d'avoir un contact avec eux. Et de toute façon, dans tous les cas, ils disposent d'un numéro qui leur est communiqué par SMS également, qu'ils peuvent contacter en cas d'urgence ou de besoin. Et on est d'accord que si, par exemple, moi je pense, tu vois, à la personne âgée qui sait pas très, très bien se servir de son téléphone, il reçoit son texto: «À combien vous évaluez votre douleur?» Enfin, je sais pas exactement comment c'est fait. Si, par exemple, le patient répond n'importe quoi, soit répond, tu sais, le texto, il y a rien dedans ou un truc qui est complètement à côté. Est-ce que la solution, elle est suffisamment, entre guillemets, «intelligente» pour, arriver à détecter que la réponse ne convient pas? Ah oui, oui, tout à fait. Alors, il y a 2 éléments, c'est que alors le système, il faut pas oublier, le système ne fait pas de diagnostic. Donc Mmh. d'autant plus qu'on n'a pas droit par SMS. On n'est pas là pour, avoir un système qui peut fait de la, comment dire? De la télémédecine et ainsi de suite. Mmh. Ce qui permet, c'est réellement de mimer le protocole en tant que tel. Donc quand le patient répond quelque chose qui n'est pas prévu, on lui demande justement de répondre par les éléments attendus en tant que tel. Ça, c'est le Mmh. premier point. 2 éléments, toutes les réponses, même les plus farfelues, sont tracées. C'est-à-dire qu'à un moment, l'infirmière va aller sur la fiche et elle a D'accord. tout l'historique de la discussion et elle peut prendre soit la main par Mmh. SMS, soit appeler le patient. OK. Pouvoir justement venir débrayer l'échange et le suivi post-op. Et c'est là où justement c'est intéressant parce que ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que surtout sur les personnes âgées, nous on a déjà eu le cas, cataracte justement, puisque c'était un peu notre cas d'usage, d'une patiente justement qui à un moment commençait à répondre à un pavé, mais quand un pavé c'était un roman, etc. Et dans ce roman, ce qui ressortait, c'est qu'elle vivait seule, elle était isolée, Mmh. et du coup elle ne pouvait pas se fournir elle n'avait pas récupéré son traitement post-opératoire et ainsi de suite. Et c'est là où c'était intéressant, où l'infirmière a pu intervenir et finalement essayer de voir comment on pouvait agir à distance. OK, c'est très clair et c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, de voir, que le patient, quel que soit, on va dire, son profil, je suis une personne âgée, je suis, un enfant, je suis une personne non communicante, je suis une personne qui parle pas bien français ou qui ne le lit pas bien, heu, en tout cas, le panel, en fait, fait que ça peut s'adapter au profil du patient et c'est là où on est un peu dans quand même dans la personnalisation. Clairement, avant ce type de solution, moi, je me rappelle, tu es en chien ambulatoire, tu arrives, tu as un patient qui, ne parle pas du tout, français. Si dans ton service, tu as pas quelqu'un qui parle cette langue, c'est terrible. C'est-à-dire Mmh. que tu ne peux pas quasiment le prendre en charge. Donc, tu tâtonnes un petit peu et tu as une vraie prise de risque. Mmh. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, tu vois, avec les JO, moi, je me rappelle dans l'hôpital où je bossais, quand on a accueilli les JO en France, c'était le vrai sujet de dire: «On va avoir de toute façon des patients Étranger, touristes, ouais. étrangers. Mmh mh. Comment on va faire?» Donc, on avait identifié, tu vois, dans tous les services, alors moi, je parle anglais, moi, je parle italien, moi, je parle mais on savait très bien qu'on allait être dans des situations très compliquées, quoi. Mmh. Et on le voit par exemple dans la RAC, où les Mmh. protocoles parfois peuvent être un peu plus lourds parce qu'il y a Bien des sûr. suivis long terme et ainsi de suite. Et là, effectivement sur les populations fragiles, vu qu'il y a quand même une nécessité d'observance, de compréhension, parfois de consignes un peu complexes, Mmh mh. on voit en clair la nécessité justement d'aller vers ces outils très flexibles en tant que tels. Ouais. Et effectivement, en tout cas, l'avantage du SMS, en tout cas du conversation au sens très, très large, c'est qu'il permet d'avoir cette flexibilité d'inventer tout type de relation, quelle qu'elle soit. Donc OK, beaucoup plus inclusif. OK. On a parlé d'interopérabilité, moi j'y reviens parce que c'est souvent un gros sujet dans les hôpitaux. Heu, En gros, aujourd'hui
quel que soit le DPI, DPN, on arrive à faire que Curcol arrive à s'intégrer facilement? Oui. Alors nous, on y arrive assez facilement pour une seule raison, c'est qu'on a construit notre propre EAI. Ouais. Donc en clair, EAI, en clair, si tu veux, c'est des systèmes tierces qui vont venir un peu normaliser, comme des prises Mmh. quelque part. Donc d'un côté, tu as une entité, tu en as une autre, tu as les prises qui vont venir se connecter. Souvent, je dirais les limites un peu des solutions du marché, c'est que de facto, elles vont t'imposer des limites, certaines limites de fonctionnement. Et du coup, qui dit limite de fonctionnement de flux ou alors tout simplement d'échange de données avec forcément les coûts opérationnels, les maintenances, peu importe, etc., l'intervention humaine, parfois qui peut poser problème. Parce que si tu veux faire évoluer quelque chose, ben, il faut que tu attendes que la personne traite et ainsi de suite ta demande de ticket avec tout ce que ça implique. Ben, ça limite finalement, je dirais, la créativité des soignants. Donc nous, on a fait le parti pris d'avoir construit notre propre système qui est intégré dans le logiciel. Ouais. C'est-à-dire qu'on en fait nous comme étant une brique essentielle du produit et pas un outil tierce en tant que tel. Pourquoi c'est hyper important? Pour deux raisons. Tout à l'heure, tu parlais de la convocation et je pense que c'est un très bon cas d'usage. La réalité de la convocation aujourd'hui dans les établissements de santé, particulièrement par rapport au développement de la chirurgie ambulatoire, surtout de ce que recommande l'ANAP et toutes les autorités en tant que telles, il faut la développer. Mmh. Ce dont on se rend compte, c'est quelle est la maturité des circuits et des organisations des services ambulatoires. Donc, tu vas avoir des niveaux de maturité qui vont être très différents. Certains vont fonctionner en 6 jours, en circuit et ainsi de suite. Mmh. Et tu as la réalité des soignants, c'est-à-dire du chirurgien qui va arriver, qui va faire quelque part un peu sa liste de cours. Je veux tel patient, je veux ceci, ou alors non, moi, non, par exemple, en ophtalmologie, je veux convoquer 2 patients toutes les 2 heures et ainsi de suite. Et chacun va avoir ses critères. Donc, si un système n'est pas capable d'absorber toute cette complexité, il est voué finalement à jouer quelque part, je dirais, un rôle isolé pour simplement faire de la normalisation ou jouer un rôle gadget. C'est-à-dire, je convoque les patients, on sait qu'il y a un SMS qui est parti, etc. Mais par contre, j'ai toutes mes secrétaires qui continuent à appeler les patients. Ou alors, chaque médecin qui a sa propre secrétaire qui demande d'appeler tous ses patients, ainsi de suite. Et du coup, bah, je te vois sourire, mais parce que ça fait partie de la réalité. Et du coup, nous, le parti pris on a pris pour répondre à ça, c'est de se dire, en construisant notre propre système, on va être capable d'absorber toutes ces contraintes. Donc, je suis capable d'identifier le nom du médecin, du service, de l'étage, parfois, parce que souvent l'étage va déterminer comment le service ambulatoire est organisé, l'âge du patient, la caractéristique, sa langue, et ainsi de suite. Et à partir de là, je vais avoir des critères de sélection et de convocation qui vont être différents. Et c'est comme ça, justement, où aujourd'hui, on est capable, c'est-à-dire, on est capable de se connecter à n'importe quel système. Et ça, en tant que tel, c'est pas très complexe. Aujourd'hui, il y a des normes, HL7 et ainsi de suite, Mmh. qui permet d'avoir des connecteurs en tant que tel. Deuxième élément, je dirais l'élément central chez nous, c'est on est capable d'absorber une telle complexité de sélection et de discrimination de ce qui est disponible dans les données de l'établissement de santé qu'on est capable de créer la bonne expérience qui va être le reflet de l'organisation opérationnelle. Donc là, j'ai un anglicisme, j'ai pas réussi encore à trouver le mot français pour le traduire, ce qu'on appelle le CareOps. Si tu veux, quelque part, ce sont les opérations de soins qui vont venir en support du soin. Mmh. Et c'est là où justement, en tout cas, l'approche qu'on développe, elle est en lien avec ça. C'est comment on va venir en supplémentation du soin. Et finalement, où les soignants vont nous déléguer toutes leurs contraintes opérationnelles. Et à partir des contraintes opérationnelles, on va être capable de générer des workflows, donc des scripts, capables de venir interagir de façon asynchrone avec les patients. Convoquer, par exemple, typiquement, je peux convoquer pour médecin X 2 patients toutes les 3 quarts d'heure. Pour un autre service ou un autre type de chirurgie, par exemple, convoquer les patients une demi-heure avant la date d'intervention et ainsi de suite. Et du coup, tu vas avoir des critères très différents en fonction du service, de l'organisation en tant que telle. Et je pense sincèrement que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire le niveau de personnalisation, il est au niveau de l'interaction des patients. Mais l'un des enjeux aujourd'hui qu'on doit adresser, qu'on a peu adressé depuis pas mal d'années, c'est l'expérience soignant. Et les soignants aussi ont besoin d'outils qui prennent soin d'eux et qui leur permettent justement d'adresser cette question de la personnalisation et de la complexité. Alors justement, tu me tends la perche. Est-ce que tu arrives à évaluer aujourd'hui, tu vois, sur un service on va prendre la chirurgie ambulatoire parce que c'est dont on a parlé, combien c'est quoi le gain de temps? Alors aujourd'hui, nous, le gain de temps qu'on a estimé réel, c'est-à-dire pour un service moyen, ce service moyen qu'on peut observer en France, c'est à peu près entre 8 et 10 000 patients par an dans un Mmh. seul unique service. On va être capable d'économiser en moyenne 3 heures de temps par jour par infirmière. Waouh, c'est énorme, Ouais. énorme. Et à vrai dire, tu sais, par extrapolation, c'est très facile à calculer.
tu prends en moyenne 5 minutes d'appel par patient, sachant que dans les 5 minutes, tu n'as pas que l'appel en tant que tel. Il faut décrocher le téléphone. C'est joindre le patient, souvent rappeler parce qu'on l'a pas du premier coup. Le patient te rappelle. Mmh. Oui, j'ai vu, etc. Vous m'avez convoqué, mais du coup, j'ai vu les consignes et que là, je dois commencer mon régime. Et du coup, ça donne lieu souvent à des appels qui peuvent durer entre 5 et 7 minutes. En plus, si tu n'as pas de système de traçabilité, tu dois aller dans ton DPI, marquer que tu as convoqué le patient. Voilà. Donc, tu vois ce que ça génère. Et je parle même pas des appels du lendemain en tant que tel. Ah ouais. Et ça, c'est source bah, d'un temps très chronophage, répétitif, et surtout, ça joue de plus en plus sur la santé mentale des soignants. Parce que Mmh. quand je suis infirmière, je n'ai pas signé pour être téléstandardiste. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'expérience soignant. Mmh. C'est aujourd'hui quel environnement. Tous les secteurs ont fait leur transition. Par exemple, tu prends aujourd'hui le secteur des RH. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont réussi leur transformation, tu as très peu de RH qui font de la paye, qui font en clair, des tâches qui sont très chronophages et très pénibles en tant que telles. Mmh. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont tous les outils connectés du monde qui permettent de faire ça. Mmh. Dans le monde du soin, on est encore très en retard par rapport à ça. C'est-à-dire de plus penser les outils comme étant simplement des outils, mais finalement, comment on se met au service des soignants en tant que tels, et particulièrement pour créer du sens. Parce que le problème, c'est que quand tu perds du sens, ton sens, dans un métier où finalement c'est une vocation, c'est compliqué finalement de tenir le rythme et d'avoir un environnement de bien-être, d'épanouissement et ainsi de suite. Tous les gens vont être de plus en plus engagés. Voilà. Et c'est ça, voilà. Donc derrière les 3 heures, ce qui se cache, c'est, j'allais dire, une complexité encore plus profonde. C'est du bien-être, effectivement, de traçabilité, tous ces enjeux, etc., qui sont médico-légaux, légaux en tout cas, qui sont nécessaires. Et tu vas avoir la notion effectivement de bien-être, d'améliorer le quotidien et de réinventer je dirais presque le travail quelque part, parce que Mmh. tu passes d'une standardiste au téléphone à un opérateur finalement de suivi ou de données en tant que Mmh. tel. Ouais, bah, c'est intéressant, tu vois? Parce que souvent les soignants, alors moi je pense aux infirmiers, mais aussi aux aides-soignants, à la cadre du service, qui sont souvent, on va dire, en demande en se disant: «Mais on n'est plus dans le soin». Mmh. Moi là, je suis derrière mon ordinateur et je suis en train de faire mes 45 traçabilités, parce qu'on me l'a demandé, parce qu'il y a un cahier des charges HAS et qu'on a la certif qui arrive et donc là, il faut que je trace tout, 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 tout. Et en fait, ça on perd complètement le sens de notre métier et comme tu dis, de la vocation, en tout cas, dans laquelle on a eu envie de se lancer. Donc c'est intéressant. Moi, je rebondis aussi sur les secrétaires médicales. C'est vrai que moi, j'ai été à un moment en charge de pôle de secrétaire médical. Elles aussi, c'était une corvée pour elles de savoir qu'aujourd'hui, j'étais sur le poste téléphone. Donc je ne faisais que ça de ma journée. Ça Et m'étonne pas. c'est affreux. C'est-à-dire vraiment, elles avaient envie d'être au contact du patient, être au contact de leur équipe, de la cadre, du médecin. Mais être au téléphone tout le temps, et d'appeler et de répéter en plus la même chose, parce qu'en plus c'est chronophage aussi dans ce sens-là, ça tu perds aussi l'essence même, tu vois, du métier que tu peux avoir, quoi. Heu, Mais justement, mais par rapport à ça, c'est bon, je permets juste de rebondir parce qu'on l'a vécu nous récemment avec pas mal de secrétaires, parce que de temps en temps on fait des ateliers, un peu d'échanges mmh, avec elles pour comprendre les besoins, l'évolution et ainsi de suite. C'est que, tu vois, une organisation médicale ne devrait plus penser le secrétariat comme étant simplement du secrétariat, mais effectivement, comme tu disais, faire du soin, faire de l'accueil, mmh, au sens, l'accueil est essentiel. C'est cette notion justement d'empathie, d'écoute. C'est mmh, le premier point de contact et souvent le dernier dans l'hôpital. Donc exactement. et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand tu vois, nous, on a fait un exercice récemment, ça nous a amusé, c'est d'aller sur les notes Google des établissements de santé et tu as 2 éléments qui ressortent de frustration, les Mmh, urgences et l'accueil. mmh, complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, là, globalement, l'automatisation via des agents vocaux, IA, et cetera, je pense qu'on ne va pas arranger les choses parce que justement, on va aller de plus en plus vers une perception de cette notion du secrétariat encore plus dégradée, là où il faudra encore mettre plus de l'humain. Donc oui, automatisons toute la partie pénible, prise de rendez-vous et tout ça, etc. Mais par contre, le rôle en tant que tel, il va falloir le resignifier Mmh, comme un agent du sens quelque part. mmh, Bienvenue ouais. finalement dans l'hôpital. Et c'est un peu ça qu'il faut. Du coup, on en revient à la vision. De toute façon, sans vision, c'est très difficile j'allais dire, de réussir une transformation durable. Est-ce que, la solution, on a parlé beaucoup de la chirurgie ambulatoire. Est-ce qu'il y a d'autres services ou d'autres secteurs où, la solution, tu as pu aussi la mettre en place? Je pense à Oui, alors nous l'imagerie. aujourd'hui, oui, on fait du suivi de maladies chroniques. Ouais. Par exemple, avec un partenaire Concentrix Patientis, on fait le suivi, par exemple, d'un programme qui s'appelle Obésicare, dédié à D'accord. l'obésité pour les Mmh. patients sous traitement oral. OK. Ça fonctionne très bien. On obtient des résultats incroyables par rapport à une solution applicative ou des questionnaires. Je crois Mmh. qu'ils obtiennent des scores assez importants en termes de taux d'interaction. Donc, c'est très efficace aussi dans le suivi long terme.
Typiquement aider, renvoyer des contenus d'éducation thérapeutique, mesurer finalement, je dirais un peu le ressenti du patient, même sa santé mentale et ainsi de suite. On commence à faire aussi des essais cliniques. Là prochainement, on a eu l'accord là pour un CPP pour une étude sur qui s'appelle Glycosup. Donc avec le CHU de Lyon et d'autres centres d'inclusion, dans lesquels où les patients seront suivis par SMS, à la fois pour pouvoir récolter les données nécessaires à leur suivi, mais également faire un suivi thérapeutique par SMS via des vidéos d'éducation thérapeutique, ainsi de suite. Donc voilà. Donc finalement, la solution s'applique à énormément de cas d'usage. Du moment où il y a un besoin d'accompagnement, de rappel par exemple de vaccination, long terme, et ainsi de suite. Dès qu'il y a un besoin d'interaction asynchrone, de suivi long terme, avec finalement une entrée de données qui rappelle la nécessité de faire un rappel au patient, soit d'interagir pour collecter de la donnée, ou alors l'accompagner pour faire du coaching. J'ose utiliser ce terme-là, je sais qu'il peut faire peur, etc., mais c'est une nécessité aujourd'hui, surtout sur ces enjeux de transformation durable des comportements, par exemple alimentaires et ainsi de suite. La solution s'adapte énormément et le fait. Ok, c'est intéressant. Tu vois, moi, j'ai fait pas mal de ma carrière en néphrologie et pour des patients qui sont insuffisants rénaux. Très clairement, le régime alimentaire, il est extrêmement complexe. C'est vrai que je pense que ça des patients pourraient être aussi en demande, tu vois, dans le cas des éducations thérapeutiques, d'avoir des informations plus ciblées ou pendant la période. Moi, je pense à des fêtes où c'est terrible pour certains patients ou les patients diabétiques, où c'est vrai qu'on se demande comment je vais gérer les repas de fête, comment je vais pouvoir être bien. Puis même évaluer le patient aussi en fonction, en post-période fête, est-ce que mon patient va bien, quoi? Ouais, effectivement. Est-ce que après aujourd'hui, tu arrives à évaluer, enfin, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en capacité de nous dire combien d'établissements, en tout cas, vous avez pu, enfin, je reformule, pardon. La solution, vous avez réussi à l'implémenter dans combien d'établissements hospitaliers, publics, privés? Je suppose que vous avez pas de distinction entre public et privé? Pour cette année, on vise à peu près une quarantaine d'établissements. OK. Les chiffres sont bons. Peut-être, oui, c'est un peu ça. On a à peu près une petite vingtaine d'établissements déjà prévus pour entre fin d'année et l'année prochaine, OK. au cours de déploiement. Sans parler, je dirais, des établissements ou des programmes d'éducation thérapeutique, essais cliniques et ainsi de suite, avec lesquels on travaille, on est en cours de déploiement. Donc voilà, on connaît quand même, je dirais, une belle croissance et un bon développement pour une solution qui était très peu connue des établissements de santé il y a 3 ans. Ouais. Sachant que la question du suivi opératoire, nous, on l'a abordé réellement que depuis à peu près 2 ans en tant que tel. Donc on a quelques éléments quand même assez différenciants par rapport aux solutions du marché existantes. Et particulièrement, on sera présent aux journées de chirurgie ambulatoire au mois de décembre, organisées par la NAP. Du coup, je pense, voilà, ça va être aussi l'occasion un peu de présenter toute notre démarche de façon, j'allais dire, à tous les services qui seront présents. Et justement, tu parles de la nappe. Est-ce que, alors, j'ai pas peut-être le bon vocabulaire, mais on peut dire que c'est une solution qui est basée sur de l'IA aujourd'hui? Il y a Oui, on a en derrière? partie. Voilà, on parle pas d'IA générative parce que dans la Ouais. santé, tu en fais très, très peu à part sur de l'information en tant que telle, sinon tu tombes un peu dans du dispositif médical, ainsi de suite. De toute façon, on a toujours eu de l'IA à l'échelle, c'est-à-dire, finalement, si tu veux, des arbres décisionnels qui permettent, en fonction de données et cetera, de venir qualifier, d'interpréter et de déclencher finalement une succession, d'interactions. Alors nous, la vraie IA qu'on a, plutôt le système sur lequel on a mis beaucoup, beaucoup l'appui, ça a été sur l'interopérabilité. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer à avoir des scripts qui tournent. Ils vont être capables de détecter des changements de données, des améliorations de ce qu'on appelle de mapping, c'est-à-dire de comment on pourra améliorer finalement une prise en charge en fonction des données et ainsi de suite. Je te donne un exemple. Par exemple, ça nous arrive de commencer avec des établissements de santé. On reçoit par exemple des données de séjour sous une UF. Cette UF nous indique simplement ambulatoire, mais on ne sait pas quel type d'intervention. Du coup, si du jour au lendemain, l'établissement commence à avoir de la granularité, ils nous mettent plus de détails, on va être capable de dire, OK, maintenant, vous disposez d'assez de niveau de granularité. Voici suggestion de tous les parcours que vous pourrez mettre en place. Donc là, par exemple, vos consignes vont pouvoir être adaptées par spécialité, ainsi de suite. Et c'est un peu ça, si tu veux, quelque part, c'est un peu une révolution silencieuse. Là où souvent, surtout quand tu as des hypes en ce moment avec l'IA, etc., tout le monde fait du visible et on parie un peu plus sur, je dirais un peu sur cette discrétion, je dirais, de révolution, parce que pour nous, elle est vraiment là. C'est si on arrive à saisir cette complexité, on arrivera à régler silencieusement et de façon très signifiante le problème des soignants. Ouais.
Bah, tu vois, ça me fait penser, moi j'avais fait un épisode avec justement la chargée de mission sur l'intelligence artificielle de l'ANAP, c'est Anaëlle Valdois. Oui, Et, effectivement. et en fait, elle m'expliquait dans l'épisode que souvent les établissements de santé, ils veulent tous avoir une solution IA. Et le conseil, c'était: «Mais en fait, vous en avez déjà». Souvent les logiciels, les solutions numériques sont souvent basées sur de l'intelligence artificielle, mais depuis quelque temps. C'est pas sorti, depuis ChatGPT, quoi. C'est exactement ça. Et c'était très intéressant de dire: «Attendez, avant de vous lancer, dans des projets, regardez déjà ce que vous avez en solution et après voilà, faites, on va dire ça dans l'ordre des choses, quoi». Oui, bien sûr. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui ou on va dire d'autres fonctionnalités qui sont en cours de déploiement pour Curcol? Alors, nous, on a plusieurs, comment dire, développements en cours. Donc, un développement qu'on est en train de finaliser, c'est que jusqu'à date, donc prochainement, on est aujourd'hui, j'ose le dire, la seule solution qu'on appelle une Mmh. CPaaS, donc une Communication Platform as a Service. Alors, pour tes auditeurs, tu sais, tu as les solutions SaaS. Ouais. Donc, ce sont des logiciels qui vont venir mimer du service en tant que Mmh. tel. Donc, les CPaaS, c'est un peu l'équivalent des SaaS qui vont venir mimer quelque part, si tu veux, des services de communication. OK. Donc, si tu veux, par exemple, au lieu d'avoir du secrétariat et ainsi de suite, tu vas avoir cette solution qui va faire toutes les tâches pénibles de ton secrétariat, de façon à ce que Mmh. ton secrétariat puisse faire réellement agent humain, Mmh. qui accueille, qui fait du care, Ouais. qui donne du sens aux soins quelque part. Et cette CIPAS, ce qu'elle va permettre prochainement, c'est qu'aujourd'hui, donc nous, si tu veux, un peu comme, il y a une étape intermédiaire quand l'établissement de santé achète Curcol, on l'accompagne dans la mise en place, on paramètre les protocoles et ainsi de suite. Demain, ils vont pouvoir piloter eux-mêmes toutes leurs interfaces, leurs expériences, les paramétrer eux-mêmes, disposer d'une librairie de plus d'une centaine de parcours types avec toutes les recommandations HAS et ainsi de Ouais. suite, de façon à ce qu'ils choisissent clé en main, d'avoir un système même qui va suggérer l'amélioration des protocoles par eux-mêmes. Donc, on est en train de s'engager quelque part, si tu veux, un peu là-dedans. Toujours dans cette idée, voilà, d'avoir un système de communication asynchrone de plus en plus intelligent et surtout de plus en plus d'autonomie des soignants. Mmh. Parce qu'un soignant, aujourd'hui, si tu veux, l'une des mythes des outils, c'est qu'il y a une lourdeur de démarche entre le soignant, l'utilisateur et l'informatique. Donc, c'est comment je crée de plus en plus des interfaces simplifiées pour pouvoir donner accès à la donnée, la faire parler et créer de plus en plus d'intelligence en quelques clics. Donc, on arrive à le faire dans énormément de secteurs. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire dans ce secteur-là. Ouais, oui, complètement. Je suis assez d'accord, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, dans différents, secteurs, que ce soit, voilà, on a parlé de la finance, que ce soit les RH, et cetera. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sent que la santé, a eu un vrai retard dans la mise en place de tous ces outils, numériques. Mais moi, enfin, tu vois, l'espoir que j'ai, c'est de me dire qu'il y a des personnes aussi comme toi, qui sont porteurs de projets et qui tout doucement, ne venant pas de la santé, c'est ça qui est toujours très intéressant, vont apporter, tu vois, une autre vision, et de dire: «Attendez, ça, on peut peut-être vous simplifier la vie, à travers telle ou telle, solution». Ouais, tout à fait. Et justement, parce que j'avais mon CTO qui m'avait soufflé en me disant: «T'oublieras pas de parler du RCS». Tu sais, on parlait de WhatsApp depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, donc tu sais qu'il y a à peu près le RCS qui arrive, donc qui est un peu l'équivalent de WhatsApp dans le Mmh. SMS. Donc Mmh. il y aura moins les problèmes justement de partage avec une plateforme tierce, des données de santé et ainsi de suite. Donc on finalise l'implémentation, donc d'ailleurs qui sera prête mardi prochain lors de l'événement Perf IA auquel on participe de la NAP. OK. Et justement, l'enjeu justement du RCS, ça va être justement d'améliorer l'aspect conversationnel avec les patients, avec une interface très riche. Mmh. Tu vois, partage de documents enrichis, de photos et ainsi de suite, directement, pas via des liens comme on le fait aujourd'hui, parce que le SMS forcément est limité par sa structure technologique en tant que telle. Mmh. Le RCS va libérer justement le potentiel du SMS. Ouais, c'est important et puis c'est surtout c'est des choses simples. Pour les patients, il faut toujours se mettre aussi, tu vois, à la place du patient et de se dire, comment moi, mon patient, il va pouvoir être bien pris en charge et de manière, optimale et personnalisée, puisque c'est ça aussi l'enjeu, de toutes ces solutions. Mohamed, moi, c'est vrai que je suis intéressée, tu vois, par ces parcours d'entrepreneurs qui se lancent, dans ce secteur. Heu, Quel conseil tu donnerais à une ou plusieurs personnes qui ont un projet en tête, mais qui hésitent à se lancer dans la santé, heu et qui viennent pas surtout du secteur souvent de la santé? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, tips un petit peu pour arriver à se lancer?
C'est une question presque existentielle. Non, après c'est très vaste la question, c'est-à-dire se lancer, ça veut dire quoi? Mmh. Tu vois, on l'avait abordé au début. Je pense qu'il y a toujours quand même la question du sens. Pourquoi tu fais ça? Mmh. Et ça, il faut pas perdre ça de vue. Parce que j'ai presque envie de dire, si l'enjeu, c'est de se dire, vulgairement: «Je veux gagner de l'argent, je veux devenir riche» et ainsi de suite, ne vous lancez pas dans la santé. Voilà. Non, ça voilà, mais c'est Non, mais hyper c'est important quand même. Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas gagner sa vie dans la santé, on peut pas faire de choses, matériellement viables, c'est pas l'enjeu, c'est pas ça. C'est que il va y avoir des marchés ou des enjeux sur lesquels il va y avoir des barrières à l'entrée très élevées. Et du coup, ces barrières à l'entrée, il faut en être conscient, il faut être lucide et trouver le bon chemin pour pouvoir justement y aller et les traverser en tant que tel. Et la question du sens aide. C'est-à-dire que, je considère moi aujourd'hui, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que jusqu'à maintenant l'ensemble des entreprises, pas l'ensemble, c'est peut-être abusé de dire ça, mais une grande partie des entreprises historiques du secteur, avaient très peu de missions. C'est ce que j'appelle un marché de rente. On est sur ce marché depuis très longtemps, surtout quand on vend par exemple du logiciel dans la santé, on reste Mmh. sur un marché depuis très, très longtemps, donc on n'a aucune vocation à améliorer son produit, à faire des évolutions et ainsi de suite, et ça crée justement des marchés de rente figés sur lesquels il y a pas d'évolution jusqu'à ce qu'il y ait une concurrence radicale, souvent même violente, qui intervient et qui fait bouger finalement la fourmilière, en tant que telle. Et je parle de ça parce que ça, un peu, c'est la réalité finalement de ce marché-là aujourd'hui. Et du coup, si on le pénètre, vaut mieux le pénétrer avec du sens pour essayer de le transformer autrement, en tant que tel. Et peut-être l'un des enjeux, je pense, en tout cas, l'un des axes auxquels il faut tenir, c'est pas tant ce qu'on va apporter comme produit aux solutions, mais quel problème nous intéresse assez pour qu'on puisse s'y investir assez longtemps. Récemment, j'avais échangé justement avec quelqu'un qui m'avait sollicité en lien avec ça, qui voulait lancer un projet. Je crois que c'était dans la dans le suivi post-mortem pour les, en tout cas voilà, pour les femmes qui ont accouché, ainsi de suite, avec tous les problèmes que ça pouvait impliquer, etc. Et du coup, tout son projet était axé sur une plateforme, une application, ainsi de suite. Et du coup, j'y voyais un peu, j'allais dire un peu les travers dans lesquels je suis tombé au début. C'est-à-dire, on est obsédé plus par une solution ou par une approche que par le problème en tant que tel. Donc, par exemple, pour ce type de problème suivi post-maternité, pas forcément besoin que ça soit une plateforme, ça peut être une communauté. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, peut-être ce dont les mamans ont besoin, c'est d'avoir d'autres mamans pour pouvoir parler et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment d'être tellement obsédé par un problème, de se laisser finalement porter, je dirais par une forme de découverte. Et un problème, ça se découvre, et un business model, ça se découvre aussi. Et ça se construit. C'est-à-dire, ça ne se décrète pas. Voilà. Si j'avais, je dirais, c'est à peu près les 3 conseils que je donnerais à garder en tête et qui permettent peut-être d'avoir une attitude un peu différente, particulièrement sur les marchés qui ont des barrières à l'entrée comme la santé et qui nécessitent souvent, pas mal de temps et Tu d'argent. as eu des difficultés, toi, en tant que personne qui ne venait pas de la santé, on va dire, de pénétrer ce secteur, d'aller au contact des établissements, ou Alors, c'était plus facile? moi, ça a été un peu différent parce que je pense que je fais partie un peu de cette vague, tu sais, on a eu cette vague à peu près, 2007, 2012, 15, même 2020. Tu sais, de l'entrepreneuriat, de la Mmh. tech, et cetera, qui a beaucoup aidé, Mmh. qui a mis quelque part, je dirais, une couche de facilité sous le dos de la tech. Et Ouais. donc je pense, j'ai fait partie un peu de cette vague-là, ça nous a beaucoup aidé. D'autant plus que nous, on a eu la chance parce que nous, on a levé déjà très tôt. Et ouais. Donc ça permet aussi un peu, j'allais dire, de financer le projet, développement de la technologie, d'avoir tout ce process itératif qu'on a pu mener en tant que tel. Et après, je pense que personnellement, comme je me sens vraiment animé d'une mission, Mmh. comme entrepreneur à mission, ça m'a beaucoup aidé finalement à me sentir assez en confiance et finalement à me sentir quelque part un peu légitime face à ces personnes. Après, il faut pas se voiler la face, tout va dépendre de quel projet tu abordes. C'est-à-dire que si tu es sur des enjeux hyper médicalisés, tu vas avoir ce ressenti finalement de pas te sentir légitime. Et je pense que c'est la question de comment on se sent légitime qui Mmh. se joue derrière. Et la force qu'on a aujourd'hui, c'est que Internet et le monde digital a décloisonné quelque part, je dirais, a redéfini les règles de la légitimité. Et si finalement tu te sens en tant qu'individu assez légitime dans ta mission, à mon sens, ça suffit assez. Pourquoi? Parce que ça va avoir plein d'implications pour toi. Tu vas t'investir à fond dans le sujet. Tu vas te donner les moyens d'acquérir toute la connaissance nécessaire. Et tout à l'heure, tu disais quelque chose de très juste, c'est que il faut une forme de naïveté pour faire ça. Mmh. C'est la seule façon de changer radicalement les choses.
Parce que quand on est imprégné, et surtout dans ce secteur, mais pas comme dans ce secteur, tous les secteurs qui ont des barrières à l'entrée très élevées, il y a énormément de barrières, de croyances limitantes. Ah mais non, on a déjà vu, on sait pas faire et ainsi de suite. Et nous, on le voit parfois, on arrive devant le DSI, ils me disent oui, mais non, ça on l'a déjà fait, on a fait ainsi de suite, etc. Et finalement, ce qui ressort, c'est juste que oui, vous avez potentiellement déjà fait, mais avec des acteurs historiques du secteur qui ont toujours fait de la même façon. Donc, comment on aborde des choses différemment? Je pense, voilà, vraiment nourrir quelque part une forme de naïveté saine qui permet de découvrir une nouvelle voie qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été empruntée. Désolé, ça fait très philosophique ce que je dis. Non, au contraire. Alors, tu vois, moi, c'est hyper parlant. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, aborder les choses différemment. Là, tu vois, il y a quelques jours, j'ai sorti un épisode avec Émilie Mercadal de Rofim, et elle me disait qu'elle avait été dans un bloc, en fait, opératoire. Elle avait suivi un chirurgien pendant 2 heures. Et en fait, à la fin, elle lui fait un peu, tu vois, son retour de ces 2 heures passées au bloc. Et en fait, elle lui dit, toi, tu sais opérer. Moi, je sais pas le faire. Voilà. Mais par contre, moi, je vais te dire tout ce que je peux faire pour te faciliter la vie. Et en fait, tu vois, le fait d'avoir eu cet autre regard, de voir les choses sur un angle différent, c'était hyper important, tu vois, pour le chirurgien, parce qu'il n'était pas à se dire ah mais elle est là pour me dire comment il faut que je travaille. Pas du tout. En fait, c'est juste aborder les choses différemment, avoir un autre angle, un autre avis d'une personne qui vient pas de ce secteur, mais qui vient de la tech ou qui vient, tu vois, je dis n'importe quoi, des RH, de la finance, etc. Mais qui va te dire, ok, moi, j'ai identifié telle ou telle problématique et donc on va essayer de voir comment je peux t'aider. C'est plutôt dans ce sens. Et justement, je pense que tu mets le point là-dessus, c'est d'identifier justement ces personnes-là. Ouais. Parce que justement, c'est quand on a un état pionnier, mental, etc., même dans notre attitude. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Et peut-être l'un des derniers conseils, justement, c'est de s'entourer de communautés, à la fois professionnelles et ainsi de suite, d'aller identifier ces personnes-là. Ça va demander beaucoup moins d'efforts que de trouver ton chemin avec ces personnes-là que finalement d'essayer de changer radicalement toutes les personnes auxquelles on sera confronté. Mohamed, merci, c'était encore un super échange. On finit sur une note un peu philosophique. Moi, j'ai une dernière question. Si justement on a des auditeurs qui souhaitent te contacter, soit parce qu'ils sont très intéressés par la solution et ils se disent est-ce que mon établissement, tu vois, pourrait avoir cette solution, ou alors parce que ce sont peut-être des futurs entrepreneurs et qu'ils aimeraient avoir un peu plus de conseils, comment on peut te contacter? Alors, essentiellement 2 moyens, l'email, Mohamed, MOHA2MED @curcol.com. Ok. Et sur LinkedIn, sur lequel j'essaie de publier très régulièrement à la fois les établissements de santé, le retour d'expérience et quelques sujets justement sur l'ambulatoire, sur tous les sujets qu'on essaie d'adresser. Eh ben, c'est parfait, on mettra tout ça. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup tes publis sur LinkedIn parce que c'est très parlant. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Et c'est vraiment des exemples concrets, c'est très terrain. Donc, ça peut vraiment aussi aider, tu vois, voilà, les personnes qui sont intéressées de voir un peu comment tel et tel établissement a pu mettre en place voilà, la solution et qu'est-ce que ça leur a apporté. Mohamed, merci beaucoup et je te souhaite bon courage pour la suite. Et j'espère que voilà, Curcol aura encore plein de belles années devant et que vous aurez encore de beaux projets devant vous. Merci Mohamed. Merci d'avoir écouté Le Temps de la Relève. J'espère que cet épisode vous a inspiré et donné des clés pour réfléchir ou agir au quotidien. Pour faire vivre ce podcast, il est indispensable de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous et de laisser un commentaire. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à mettre en lumière les initiatives et les professionnels qui transforment la santé. Et si vous souhaitez vous aussi partager votre expérience ou vos projets sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez également suivre Le Temps de la Relève sur LinkedIn et Instagram pour ne rien manquer des prochains épisodes et découvrir les coulisses. Je suis Marie-Noël et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer ensemble les solutions concrètes pour un meilleur système de santé.